Bonsoir et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du monde pour cette nouvelle émission de votre émission Un fauteuil pour vous, émission d'entretien exclusif sur les antennes de la LTM. C'est une élection à la limite d'un plébiscite auquel on a assisté samedi dernier à Bamenda, c'est dans la région du nord-ouest du Cameroun. Yoshua aussi, député à l'Assemblée nationale du Cameroun, et vice-président du Social Démocratique Front, a largement battu son challenger, Forbi Tinda, à la candidature pour la présidentielle. C'est donc cet homme d'affaires de 49 ans qui sera le challenger du principal parti au pouvoir au cours du mois d'octobre 2018, date retenue pour le scrutin présidentiel cette année. Quelle est la lecture que les cadres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais font de la tenue de ce congrès du Social Démocratique Front? On en parle dans le cadre de cette livraison de votre émission Un fauteuil pour vous. Nous parlerons également largement de la session parlementaire du mois de novembre qui a été convoquée pour le 2 novembre prochain par le président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Sénateurs et députés reprennent donc du service. Au cœur des débats, selon quelques exégètes, l'on parle notamment du renouvellement des organes du bureau des deux chambres du Parlement bicaméral du Cameroun. 4 jours plus tard, sénateurs et députés seront à nouveau réunis en congrès, cette fois-ci à la demande du président de la République, Paul Biya, à l'effet d'investir pleinement dans leur mission les 11 membres du Conseil constitutionnel récemment nommés par décret présidentiel. On parlera également de ce Conseil constitutionnel largement dans le cadre de cette livraison de votre émission Un fauteuil pour vous. Nous parlerons également de la 52e édition de la fête de la jeunesse qui s'est célébrée le 11 février dernier. En marge de la tenue de cette célébration, les jeunes ont été réunis en conclave dans le cadre de la première session du Parlement jeune. Notre invité, qui est le président du réseau Espérance Jeune, nous en parle également ce mardi dans le cadre de votre émission Un fauteuil pour vous. Enfin, nous ferons autant que faire se peut le bilan de ces 2 mandats. Lui qui est candidat à la députation au cours de cette année 2018. Notre invité ce soir est donc né le 15 novembre 1960. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences politiques, d'un master en stratégie, défense et gestion des conflits, homme aux multiples casquettes. Il est candidat à la députation en 2018, membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale du Cameroun. L'honorable Gaston Komba est notre invité, député RDPC d'UNCAM. Merci d'avoir accepté cette invitation d'un fauteuil pour vous ce mardi. C'est moi qui vous remercie d'avoir invité dans votre chaîne télévision pour la première fois. J'ai eu l'opportunité d'intervenir de temps en temps dans le cadre des interviews, mais pas dans le cadre d'une émission entière. Honorable, cette émission a généralement un volet de prime abord. On aime aborder cette question rituelle. Y a-t-il des questions sur lesquelles l'honorable Gaston Komba ne souhaite pas s'exprimer ce mardi? Pourquoi? Je crois que je dirais ce que je pense de tous les sujets qu'on aura abordé certainement. Je pense que j'ai pas de sujet particulier sur lequel je m'auto-censure. Très bien. Évidemment, sauf s'il s'agit des questions qui concernent la vie privée. Très bien. Honorable, on va certainement débuter par quelques questions d'actualité. La grande actualité, cette fin de semaine, a été le congrès du Social Démocratique Front, le principal parti au pouvoir, qui a tenu finalement son congrès à la maison de parti de Bamenda. Au terme de ces assises-là, on annonce la victoire d'un député que vous connaissez certainement mieux que moi. Il s'agit de Yoshua aussi, qui est le vice-président de cette formation politique et qui sera donc le candidat du USDF à l'élection présidentielle d'octobre 2018. Quelle est la lecture du cadre, la lecture que vous faites, vous qui êtes cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, de la tenue de ce congrès? Bon, la lecture que je peux faire, elle est personnelle. C'est pas la lecture du comité central du RDPC. Bon, je connais, comme vous l'avez dit, je connais bien l'honorable Joshua aussi. Nous sommes tous à la commission des finances et du budget. C'est un ami, c'est un frère. Vous voyez que même quand on est dans des chapelles politiques différentes, on peut travailler ensemble. Bon, je pense que cela a été prévisible pour lui, qu'il sera élu comme candidat par son parti politique. C'est une bonne chose, je le félicite. Et ce que je peux dire, c'est que
un nouveau challenge s'ouvre pour lui. Ce qui est un nouveau challenge s'ouvre pour lui, et puis il est certain qu'il vivra une autre expérience de la vie politique. Alors, vous savez, il y a quelques années, avant d'être député, c'était un grand débatteur public. Et puis il est venu à l'Assemblée comme élu. Je pense que ça aussi, ça a modulé un peu sa perception des choses. Que pensez-vous de ceux qui pensent, honorable, que c'était une leçon de démocratie auquel on a assisté samedi dernier à Bamenda? Non. Vous savez, même au sein de mon parti de RDPC, le président national qui est candidat, il n'est pas nommé. Vous le voyez remettre le tablier comme l'a fait John Fondi? Il n'est pas nommé. Non, je voulais dire qu'il n'est pas nommé. Il est élu comme l'autre a été élu au sein de sa chapelle politique. Donc, c'est le même processus. Je crois que tous les partis politiques adoubent leurs candidats par le vote des délégués au Congrès. Le congrès du RDPC aura certainement lieu avant l'échéance d'élection présidentielle. Donc, attendez. Ce que je voulais dire, c'est que, bon, c'est un nouveau challenge qui s'ouvre pour l'honorable Joshua aussi. Nous sommes des amis, des frères, mais on est de deux chapelles politiques différentes. Et ce sera véritablement, comme on dit... Allez-y, honorable, allez-y. Ce sera, vous savez, une élection présidentielle, ce n'est pas une bataille physique, c'est un échange d'idées, de visions, etc. Je pense que... Est-ce que le RDPC redoute ce candidat qui vient d'être investi? Pourquoi Est-ce qu'il y a lieu de redouter ce candidat qui est, ma foi, jeune, hein? Non, vous savez, chaque parti politique bâtit et affine sa stratégie en fonction des adversaires, de leur nature, de leur personnalité autre. La stratégie que le RDPC avait face au président John Fondi ne sera certainement pas la même face à Joshua ou bien face à Kamto et autres. Mais ce que je tiens toutefois à dire, c'est que pour l'honorable Joshua ici, le plus dur commence. C'est-à-dire, vous savez, être vice-président du SDF, c'est une chose, être député, c'est une chose, mais être candidat à une élection présidentielle, c'est une autre chose avec beaucoup de challenges. Mais ce qui est intéressant, c'est que on verra certainement les choses différemment. Et notre parti aussi, qui est un parti qui a des ressources humaines importantes, va certainement aussi affiner sa stratégie en fonction de l'adversaire qu'on a en face. Et puis je crois que il faut que les Camerounais cessent de penser que la politique c'est la guerre. On peut même appartenir à des chapelles politiques différentes. Cela n'empêche pas qu'on travaille ensemble. Et l'avenir de notre Cameroun va se construire à travers une approche multipartisane où l'ensemble des ressources humaines de notre pays apportent leur contribution dans le chantier de construction nationale. Mais pour l'honorable Joshua ici, ça va être une expérience importante. Il est encore jeune, il a la cinquantaine à peine prononcée, donc il a tout un parcours devant lui. Ce sera un bon challenge. Il ne gagnera certainement pas, mais c'est qu'il gagnera. Pourquoi vous avez la conviction qu'il ne gagnera pas? Parce que vous savez, non, je dis qu'il ne gagnera certainement pas. On peut avoir des surprises. Il ne gagnera certainement pas. C'est un ami. Vous savez, le RDPC a cette bonne capacité de mobilisation et plus présent. C'est le parti le plus présent sur l'ensemble du territoire national. Mais ce n'est pas une question, vous savez très bien que c'est l'électorat qui décide en dernier ressort. Justement, mais l'électorat, il décide en fonction de quoi? De ce que les responsables... offres politiques? Des offres politiques. Et les offres politiques se font sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire se font dans les 360 arrondissements, 58 départements et autres. Ce n'est pas seulement l'électorat urbain. Il y a l'électorat rural, ce n'est pas seulement l'électorat intellectuel, il y a l'électorat paysan. Donc c'est un mélange. Et vous voyez, et d'ailleurs, ce qu'on reproche aux partis politiques d'opposition, c'est que quand ils présentent des candidatures pour les élections locales, comme les élections municipales ou à la limite pour les élections législatives,
c'est à peine dans la moitié du territoire national. Bon, c'est vrai, vous allez me dire que l'élection présidentielle, c'est comme on dit, au-delà des chapelles politiques qui portent les candidats, c'est parfois la rencontre d'un homme avec le peuple. Mais je dis, quel que soit, peut-être pour nuancer, comme pour peut-être ne pas vous choquer, quel que soit le résultat pour l'honorable Joshua aussi, je pense que c'est pour lui, déjà, il aura gagné deux choses. La première chose, c'est que s'il fait un bon score, même s'il ne gagne pas, il va se positionner comme chef de l'opposition camerounaise, et ça c'est important. Ça veut dire que sa voix va porter davantage. Même si vous savez que ça... Attendez, laissez-moi finir. Sa nomination à la candidature ne change rien à la structure du SIF1. Non. Vous savez, même si... Vous savez, quand vous êtes candidat à une élection, John Froundi était le président du principal parti d'opposition, mais il était plus considéré comme le chef de l'opposition en raison du score de son parti. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas ça. Vous savez, le Cameroun a une multitude de partis d'opposition, mais aujourd'hui, qui n'est plus candidat. Aujourd'hui, qui n'est plus candidat et qui est un autre membre de ce parti qui est candidat, s'il fait un score meilleur que lui, ou s'il fait un score meilleur que les autres candidats de l'opposition, certainement il va se positionner comme leader de l'opposition, sa voix va porter davantage. Et puis il a un autre avantage, c'est que il a, comme je disais, la cinquantaine, et ça veut dire qu'il a l'avenir politique devant lui. Cette aventure va lui permettre véritablement comme on dit, d'avoir plus de stature et d'avoir une carapace beaucoup plus forte. Très bien. Et certainement le projettera davantage vers l'avenir. Vous avez dit qu'il appelle voilà, donc il a tout le temps, et je pense que ça va être une très riche expérience pour lui. Peut-on s'attendre, honorable, à ce type de scénario au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Je rappelle que John Froundi a 76 ans, le vôtre en a 84. Il serait souhaitable que le président dépose le tablier également pour laisser émerger d'autres valeurs pour la présidentielle 2018 au sein du RDPC. On ne lit pas les lettres dans les enveloppes. Attendez le congrès du RDPC. Vous savez, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de ce qu'on pense pouvoir apporter dans son pays et ce qu'on pense pouvoir faire pour que le pays soit meilleur demain qu'aujourd'hui. Pour vous, jusqu'à l'heure actuelle, le président de la République est l'homme de la situation, c'est cela? Au sein du RDPC, il n'y a pas d'autres valeurs capables d'occuper les fonctions de candidat à la présidentielle au sein du RDPC en dehors du président de la République, Paul Biya? Vous savez, le fait, ça dépend de ce que vous mettez dans votre propos valeur. On peut avoir des valeurs en tant qu'intellectuel, on peut avoir des valeurs en tant que stratège. Le RDPC, c'est un rassemblement d'un certain nombre de valeurs. Chacun apporte sa contribution dans le cadre de l'élaboration des politiques visant à construire notre pays. Mais nous avons, dans toute équipe, il y a, comme on dit, un leader, un porteur, celui qui fait la chimie de toutes les contributions, apports des uns et des autres. Et pour le moment, celui qui est là, c'est le président, notre président national. Vous êtes favorable à sa candidature à la présidentielle d'octobre 2018? Je suis membre du parti, de notre parti. Et tout parti politique fonctionne suivant un certain nombre de règles. Comme je vous dis, attendez de voir en 2018, mais le président Paul Biya, pour le RDPC, est notre candidat. Très bien. J'aimerais qu'on sorte de ce sujet autour justement du renouvellement des organes ou des primaires au sein du Social Democratic Front pour parler de la rupture du contrat d'affairement. Vous êtes certainement au courant que le chef de l'État a demandé de reverser les actifs et les passifs de la Camerounaise des eaux à la Camwater. C'est une bonne nouvelle pour d'aucuns, mais d'aucuns estiment que c'est la preuve par 4 finalement que la privatisation était une très mauvaise chose. Bon, vous savez, l'eau comme le secteur énergie, c'est un secteur stratégique. Personne ne peut le nier. Et la plupart des pays essaient de contrôler les secteurs stratégiques de l'économie. Bon, ça a été privatisé. Est-ce qu'à l'époque, où on privatisait, on avait beaucoup de choix? La réponse est non. Et on n'avait pas beaucoup de choix parce que tous les... Est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas le choix ou parce qu'on a été dupé?
Non, non, je pense d'abord que parce qu'on n'avait pas le choix, parce que tous les indicateurs en ce qui concerne la gestion d'un certain nombre de sociétés d'État étaient totalement au rouge. Et il fallait injecter beaucoup d'argent pour essayer de renflouer les caisses de ces entreprises. Et en ce moment-là, l'État de Cameroun n'avait pas de l'argent pour pouvoir le faire. Nous sommes passés à la privatisation à la fois de la SNEC, qui est devenue Canwater, et puis de la Sonel, qui aujourd'hui est devenue Eneo. C'est une expérience, la question peut-être à laquelle il faut répondre, est-ce que cette expérience a apporté un mieux-être par rapport à l'offre de la SNEC on pourrait répondre rapidement à l'époque? On pourrait vous dire non. Oui. Sinon, on n'aurait pas rompu le contrat après 10 ans. Voilà, c'est ce que je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce que les Camerounais oublient, c'est que cette décision du président de la République, quand vous regardez la loi cadre sur qui venait d'être révisée, je crois, il y a 2 années au niveau du Parlement. Aujourd'hui, que ce soit dans le secteur de l'énergie ou dans le secteur de l'eau, vous vous rendez bien compte, on se rend bien compte aujourd'hui qu'il y a la possibilité de pouvoir avoir une structure comme celle-là avec d'autres structures à l'intérieur du territoire national. Ça a été une bonne chose de le faire, tirant les leçons du fait d'ailleurs que la division de la structure, d'un côté de l'aspect commercial et de l'autre côté l'aspect production et mise en exploitation n'a pas apporté grand-chose. C'est une bonne chose aujourd'hui d'être revenu là. Mais seulement, ce que je voulais dire, c'est que quand vous regardez la loi d'orientation sur le secteur de l'énergie, vous vous rendez bien compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus d'opportunités dans le cadre de la stratégie de gestion de ce secteur. Ça a été, on est revenu dans le giron de l'État, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a la possibilité pour un certain nombre d'acteurs du secteur privé d'être actionnaires. L'État gardant tout à fait le contrôle de l'entreprise, il y a la possibilité aujourd'hui qu'il soit créé plusieurs filiales dans différentes localités ou régions de notre pays pour pouvoir rapprocher l'offre en eau comme l'offre en électricité auprès des populations. Ça veut dire qu'on sera en droit d'aujourd'hui, au lieu d'avoir Canwater qui gère l'ensemble du secteur de l'eau sur le territoire national, d'avoir par exemple chez vous, je ne sais pas, vous êtes originaire d'où, peut-être chez moi dans l'ONCAM, une filiale qui est créée et qui est sur place, qui est à proximité des populations, qui peut véritablement mieux gérer l'offre en eau, au lieu d'avoir une structure centrale. Vous savez, c'est un peu le reproche que beaucoup font aux sociétés de l'électricité de notre pays. Si par exemple vous avez un poteau électrique qui est tombé sur la route qui va à Yabassi, il faut déplacer une équipe qui partira de Douala pour aller le faire. Ou s'il y a un poteau électrique qui a été brûlé ou qui est tombé à Guidère, il faut que des gens partent de Garoua pour venir le faire. Donc ça veut dire que cette vision de décentraliser un peu la structuration de l'entreprise avec la possibilité d'avoir des filiales partout participe donc de cette volonté de rapprocher l'opportunité de l'offre en eau et pourquoi pas en électricité aux populations. Vous savez, c'est ce qu'on appelle des éléments de base. L'eau, l'électricité, la santé et l'éducation. Donc, dans chaque village du Cameroun, on devrait pouvoir avoir accès à l'eau potable. Êtes-vous favorable à l'étatisation dans ces différents secteurs que vous avez évoqués, l'eau, l'électricité et la santé? Je l'ai toujours été. Je l'ai toujours été. Je n'ai jamais été de ceux qui ont apprécié la privatisation de ces secteurs qui sont des secteurs stratégiques. Donc il faut rompre aussi le contrat des Néo-Cameroun. Si j'avais à prendre la décision, je le ferais sans hésitation. Parce que pour nous, il s'agit d'un secteur stratégique. Et je vais d'ailleurs vous dire,
que la loi d'orientation sur le secteur de l'énergie permet d'ailleurs d'avoir plusieurs structures d'offres de gestion de l'électricité. La loi d'orientation sur le secteur de l'énergie permet d'avoir des tout petits, donne l'opportunité de construire des mini-barrages électriques dans un certain nombre de localités. Vous savez que s'il y a une chose que le Cameroun a le plus, c'est les cours d'eau. Vous voyez, le problème de transfert, de transport de l'énergie est un vrai problème dans notre pays. C'est pour ça d'ailleurs que l'État a mis en place la Sonatrach. Oui, mais l'État a mis en place la Sonatrach, ça permettra véritablement de faire ce qu'on appelle le grand transport d'énergie, avec cette possibilité d'interconnexion entre les différents sites de transport pour qu'il y ait moins de pertes en termes de distribution de l'énergie, mais la Sonatrach n'ira pas dans l'arrière-pays. Donc, ce serait intéressant pour notre pays d'avoir une approche, d'ailleurs avec un certain nombre de collectivités territoriales décentralisées, de production de l'énergie avec des toutes petites des mini-barrages qui peuvent alimenter des arrondissements ou des départements. Alors pour vous, ça sera plus facile. Pour vous confier aujourd'hui à la CamWater la production, le transport et la commercialisation, avec cette possibilité d'avoir est un problème réel dans le fonctionnement. Est-ce que vous pensez que la CamWater à l'heure actuelle, qui a désormais cette triple mission-là, est capable de remplir la tâche? C'est ceux qui en a confié la gestion à cette entreprise de prendre leurs responsabilités. Et la nouvelle loi, je tiens à le préciser, la nouvelle loi sur les établissements publics et les entreprises publiques insiste de manière explicite sur les performances des managers, des dirigeants de ces entreprises qui doivent être jugés en fonction de leurs compétences. Et c'est à ceux qui ont la responsabilité d'assurer le suivi technique et financier de ces structures de prendre leurs responsabilités pour apprécier les performances des managers et prendre en conséquence les mesures. Si un manager n'est pas performant, il faut qu'il soit remplacé. Parce que s'il y a un pays qui a plein de ressources humaines, c'est notre pays. Plein de personnes capables d'apporter leur contribution de manière positive dans la gestion d'un certain nombre de structures de l'État. On doit pouvoir avoir une approche de performance véritablement globale dans la gestion des entreprises publiques. Ceux qui gèrent les entreprises publiques doivent savoir qu'ils ne doivent pas les gérer comme on gère est-ce qu'il vous écoute? Comment gère parce que vous pensez que vous êtes écouté chaque fois que vous faites de tels reproches qui touchent généralement à l'autre, ce qu'on peut appeler orthodoxie en matière de gestion. Les gestionnaires vous écoutent? Vous qui êtes député? Ils ont intérêt à nous écouter, dans tous les cas, parce que c'est de l'argent public. Et notre rôle en tant que parlementaire, c'est d'être de sorte d'objecteurs de conscience, mais des objecteurs de conscience positifs, qui sont une force de proposition pour qu'il y ait une bonne amélioration de l'efficacité des politiques publiques, mais surtout notamment de la gouvernance des finances publiques. Parce que les entreprises publiques, c'est des fonds publics, et notre rôle en tant que représentant des populations, c'est de veiller véritablement qu'il y ait, comme on dit, une bonne efficacité dans la gestion des politiques publiques et les résultats, qu'il y ait des résultats qui apportent plein de satisfaction pour le bien-être de nos populations. Très bien, honorable, sortons définitivement de ce sujet sur le retour finalement à l'État. Mais nous aurons l'occasion de juger. Très bien. Hein, de juger pour voir si ça a été un bon choix de le faire. Très bien. Mais il ne faut pas confondre les errements qui peuvent être ceux d'un dirigeant et puis l'approche politique qui vise véritablement à sauvegarder non seulement les intérêts nationaux, mais à veiller à ce que l'intérêt général soit préservé. Dans la privatisation. Hein. Oui, mais vous savez, le contexte était, comme je l'ai expliqué, il était difficile de faire autrement. Ça a été une vague de privatisation dans toute l'Afrique. C'était même pas seulement en Afrique, même aux Amériques et autres, même en Europe. Il y a plein de structures qui étaient, si vous prenez l'exemple de la France que vous
les Camerounais sont friands. On a plein d'entreprises qui étaient des entreprises étatiques en France qui ont dû, pour certains, être privatisées. Vous voyez aujourd'hui même, il y a la grande bataille du rail en France dans le cadre de l'ouverture du marché du rail et de la privatisation des structures en charge du transport ferroviaire. Donc, je pense que nous devons simplement tirer les leçons de tout ce qui est passé. On dit souvent que si sur le même chemin vous heurtez 2 fois sur la même pièce, ça veut dire qu'on n'avait pas tiré les leçons de votre passage sur ce chemin. Honorable Gaston Komba, sortons de ce sujet sur le retour à l'étatisation dans le secteur de l'eau au Cameroun pour parler à présent des sénatoriales. Les listes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, comme quelques partis de l'opposition, le SDR, le FNTNC, l'UPC, etc., ont été déposées au niveau de la Direction générale des élections qui a jusqu'au 10 mars prochain pour rendre définitivement sa copie. Selon des informations crédible, on indique que seuls finalement le RDPC et l'UNDP ont pu déposer les listes sur l'ensemble du triangle national. C'est ce que je reprochais tout à l'heure. Le SDF en a déposé dans 7 des 10 régions du Cameroun. Vous voyez, ça fait déjà un autre problème. Justement, honorable. Si pour les sénatoriales, c'est plus facile de faire une liste. Comprenez donc, l'élection présidentielle, c'est une liste, un candidat. Mais c'est un déploiement sur les 360 arrondissements. Honorable, restons sur ces sénatoriales. Et c'est là où ça se gagne. Restons justement sur ces sénatoriales-là, oui. Avec cette première question. Vous arrivez à comprendre qu'en 2018, on ait convoqué les sénatoriales sans au préalable convoquer les régions, les conseils de région ou les régionales pour compléter le collège électoral qui est constitué à la fois des conseils de région et des conseillers municipaux. Ben, si vous voulez, non, c'est pas seulement les conseillers régionaux et les conseillers municipaux. Si vous voulez parler de tout le collège électoral, je crois qu'il y a aussi des chefferies traditionnelles. Non, je pense que nous tous, dans notre pays... Le NDPC a peur des non, attendez, non, laissez-moi. Qu'est-ce qui vous dit qu'après les sénatoriales, il n'y aura pas... Pourquoi après les sénatoriales alors qu'est-ce qui vous dit qu'après les sénatoriales... de ces sénatoriales de leur corps électoral? L'élection sénatoriale de 2013 a été faite essentiellement avec les conseils municipaux. Une aberration pourquoi vous en êtes pas plein? Non, ce n'est pas une aberration, mais lisez la Constitution. Qu'est-ce que la loi fondamentale dit? Mais la gestion d'un État est une gestion d'abord légale, c'est-à-dire du respect des textes. Est-ce qu'il y a une violation de la Constitution en faisant les élections sénatoriales avec exclusivement dans le collège électoral et conseillers municipaux? C'est à cette question que vous devez répondre. La réponse est non. On est d'accord au moins là-dessus, que la réponse est non. Il n'y a pas une violation de la loi. On est d'accord. Non, je veux que vous répondiez avant qu'on continue. On est d'accord. Mon rôle honorable, c'est pas de répondre aux questions, c'est de poser des questions pour que vous puissiez... On est au moins d'accord là-dessus. Qu'il n'y a pas une violation de la loi, de la Constitution. Est-ce que la loi a été appliquée dans son entièreté? Mais la loi a été appliquée. Que dit la loi au sujet justement des sénatoriales? Comment est constitué le collège électoral? En attendant la mise en place des autres institutions, le collège électoral... Honorable Gaston Komba, la loi est vague là-dessus. Non, la loi n'est pas vague. Non, la loi n'est pas vague. Elle est précise et claire. Précise et claire, c'est la Constitution, la loi fondamentale. Pour vous, le fait qu'on dise que progressivement, les institutions seront mises en place... Est-ce que c'est vague? Est-ce que c'est... Vous avez eu le Conseil constitutionnel qui a été mis en place. On en parlera d'ailleurs largement parce qu'il y a quand même quelques questionnements autour de la mise... Oui, on y reviendra. Mais reconnaissez d'abord que il n'y a pas eu violation de la loi, c'est sur ce vous qui êtes légaliste, attendez. Vous qui êtes légaliste au sein du Rassemblement démocratique, allons-y. Comment on comprend qu'une élection sénatoriale soit convoquée alors qu'une partie du corps électoral est... Je vous pose la question, est-ce que cela est ce corps électoral, tel que l'élection se passe, ça respecte la loi fondamentale telle qu'elle est déclinée dans la Constitution? La réponse c'est oui. Maintenant, on gère un État sur la base du respect des normes juridiques qui font l'État. Ce n'est pas en fonction de ces récriminations et autres. La loi fondamentale est claire là-dessus. En attendant la mise en place de toutes les autres structures, le collège d'élection sénatoriale se fait avec une partie du corps électoral. À votre avis, est-ce que ça ne pose pas un problème de légitimité des sénateurs?
nous sommes au niveau de la légalité. Est-ce que ça pose un problème de légalité? Non. Mais ça pose un problème de légitimité. Maintenant, si on veut apprécier la légitimité, sur quoi peut-on apprécier la légitimité d'un élu? La légitimité d'un élu s'apprécie par rapport à sa capacité d'apporter des solutions aux problèmes qui se posent à la communauté, et qui se posent aux populations. Et dans le cadre du Sénat, les sénateurs qui sont les représentants des collectivités territoriales décentralisées, vous devez plutôt poser la question de savoir si le Sénat a apporté un mieux-être dans la gestion des collectivités territoriales décentralisées, dans leur autonomisation à travers l'impulsion forte de la décentralisation que tout le monde appelle de tous ses voeux. C'est là où vous devez juger la légitimité du Sénat, mais pas à travers le collège électoral. En ce qui concerne le collège électoral, nous devons nous limiter à l'aspect légalité. Bon, maintenant, pour revenir à votre question qui vous bottez en touche, hein? Non, je botte en touche, honorable. Pas du tout, pas du tout. Vous voulez exclure le collège électoral de la question de la légalité d'un élu? Non, le collège électoral, justement, le collège électoral fait partie donc du principe de la légalité. La loi dit que les sénateurs sont élus par un collège électoral qui est constitué des conseillers municipaux, des conseillers régionaux et autres. Et la même loi dans une autre disposition, c'est-à-dire la loi fondamentale que la Constitution, dit que en attendant que les structures conseil régional, conseil autres vont être mises en place de manière progressive, mais en attendant que ces structures soient mises en place de manière progressive, les conseillers municipaux constituent le collège électoral. Pourquoi est-ce que quand la Cour suprême jouait le rôle du Conseil constitutionnel, vous n'avez pas estimé? Ça a été largement décrié. Ça a été largement décrié. Ça a été, vous le savez, largement décrié par l'opinion. Ça a été largement décrié. Que c'est une violation de la légalité. Je n'ai pas estimé que c'était une violation. J'estime simplement qu'il y a un problème dans l'implémentation de cette disposition légale. L'opinion décrit ce qui est le socle de construction de notre État, qui est la loi fondamentale. Mais il y a un problème. Il y a un problème en ce moment. Ça veut dire que l'opinion dont vous parlez veut qu'on vive dans l'illégalité. Non, l'opinion a simplement rappelé les dispositions de la réforme du 18 janvier 1996. Vous avez parlé du Conseil, on va largement en parler, hein, de ce fameux Conseil constitutionnel. On avait largement décrié le fait que la Chambre administrative de la Cour suprême, siégeant en lieu et place du Conseil constitutionnel, proclame les résultats des multiples scrutins. Ça a été largement dénoncé depuis la réforme de la Constitution de 1996. On en parlera largement. Ça a été dénoncé de Ça a été dénoncé, ça a été dénoncé par l'opinion, par... Non. Alors, ça a été parce qu'on estimait qu'il y avait des dispositions qui méritaient d'être implémentées. Vous aviez dû indiquer que la loi prévoit que ce soit de manière progressive. Est-ce que la Cour suprême n'a pas rendu les décisions liées au contentieux électoral et à la proclamation des résultats? Ça a été fait ou non? Ça a certainement été fait. Ça a été fait ou non? Honorable, ça a été fait, mais ça ne pose pas le problème de fond. Le Conseil constitutionnel a encore, entre autres missions, de statuer sur la constitutionnalité, de rendre le verdict des décisions. Votre problème, c'est quoi? Qu'on prenne une locomotive bombardier ou une locomotive, je ne sais de quelle autre marque, pour partir de Douala-Yaoundé. L'essentiel, c'est d'arriver à Douala-Yaoundé, non? Honorable, quelle que soit la marque de la locomotive. Restons dans les sénatoriales. On va arriver au Conseil constitutionnel. J'aimerais qu'on reste dans les sénatoriales pour indiquer quand même que c'était justement ça la question. Est-ce que le RDPC a peur des régionales? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on aurait peur des régionales? Nous tous au niveau des RDPC, nous véritablement, de manière personnelle, je l'ai dit, dans les débats que nous avons avec le gouvernement, j'ai fait même plein d'interviews avec vos confrères dans la presse et autres, où nous disons que l'une des solutions pour renforcer la décentralisation, et je ne suis pas le seul au niveau de la RDPC de le dire, c'est véritablement de mettre en place les régions, de mettre en place le conseil régional. Ça permettra véritablement qu'il y ait une bonne prise en charge des préoccupations locales par les élus locaux. Et je continue à le dire, il faut véritablement que les régions soient mises en place. Ça permettra certainement de booster la décentralisation que nous appelons de nos voeux.
À titre personnel, je ne suis pas satisfait du niveau de décentralisation dans notre pays. Et j'ai l'occasion souvent de le dire. Je l'ai dit même à l'occasion de l'examen du projet de loi des finances de 2018. C'est vrai, on dit qu'on a transféré 63 compétences sur les 67, mais on doit pouvoir mesurer l'aventure, la décentralisation, l'aventure entre guillemets, dans le niveau de satisfaction des populations. Et c'est sur ça qu'on doit insister. Et je vous dis, on doit apprécier la légitimité du Sénat à travers sa capacité à impulser véritablement l'avancée de la décentralisation. Je peux vous prendre plusieurs domaines. Parce que les gens regardent la décentralisation seulement dans le cadre de l'aspect politique, l'aspect financier. Prenons quelques exemples. Citez-moi n'importe quel secteur. Prenons le secteur de l'éducation. Mais vous savez, l'un des problèmes, je vais prendre les secteurs de base. Prenez le secteur de l'éducation. Vous savez qu'il y a plein d'écoles dans l'arrière-pays qui n'ont pas d'enseignants, pendant qu'il y a plein d'enseignants dans les villes. Et pire encore, quand il y a un comité au niveau, quand le délégué régional procède aux affectations des instituteurs autres dans les écoles, mais le maire de la commune ou le conseil municipal n'est pas représenté par quelqu'un pour poser les préoccupations. Vous avez des écoles où parfois il y a un seul maître qui est le directeur pour toutes les classes. Or, s'il y avait la contribution, la participation de l'exécutif municipal dans le comité, si le comité existe, ou bien dans la prise de décision du processus de redéploiement du personnel, ce serait un problème en moins et on aura une meilleure qualité en termes d'éducation et on aura des enseignants dans toutes les écoles. Mais vous avez parfois au cours de l'année, un délégué régional, il affecte les gens, il retire des maîtres des écoles, il les envoie là où on a un trop-plein. Vous prenez le secteur de la santé, vous avez plein de centres de santé qui n'ont pas des infirmiers, alors que d'autres en ont plein. Pourquoi est-ce que les maires ne doivent pas participer quand il y a un comité pour pouvoir déployer le personnel au niveau région? C'est pour ça que c'est important de mettre en place les régions. Et véritablement de pousser la décentralisation, de commencer à pousser la décentralisation sur les secteurs qui impactent sur le mieux vivre, le bien-être des populations au niveau local. C'est-à-dire prioritairement les questions d'éducation, les questions de santé, les questions d'accès à l'eau et à l'électricité. Et vous verrez véritablement que c'est ça que les Camerounais attendent des pouvoirs publics. Alors, selon quelques chiffres qui ont été rapportés par le journal La Capitale Publique, Cameroun Tribune, on parle de 10 000 électeurs pour ces sénatoriales du 25 mars prochain, notamment les conseils municipaux des 360 communes que compte le Cameroun avec l'ultra-majorité. La majorité, certains estiment d'ailleurs que c'est une majorité obèse au sein des conseils de région du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je vous laisse le choix des expressions. J'aimerais simplement en parler. C'est encore une expression qui est calquée de vos adversaires politiques. C'est normal. La question que je voudrais vous poser, vous comprenez que le RDPC, qui finalement sera son propre adversaire à ces sénatoriales, ait choisi le mot d'investiture comme mode de désignation des listes? Son propre adversaire, c'est-à-dire quoi? Je ne comprends pas. Le RDPC ultra-majoritaire dans la plupart des communes du Cameroun, c'est qu'il laisse très peu de place à l'opposition. Mais pourquoi c'est notre propre adversaire? Si on est majoritaire, ça veut dire que... pourquoi n'êtes-vous pas passé par les primaires comme ce fut le cas en 2013? Vous parlez du processus de sélection. De désignation, effectivement. Non, même en 2013, au niveau des sénatoriales, il n'y a pas eu de primaires. C'était les investitures. Tout le monde était... Tous les militants étaient libres de faire leur liste. Et puis ces listes étaient acheminées au niveau du comité central qui investit les candidats. Mais je vais vous dire quand même deux choses à ce niveau. La première chose, c'est que quand vous regardez la circulaire du président national, il y a une disposition quand même qui est apparue qui est un additif à la dernière circulaire. C'est que toutes les listes au niveau régional remontent au niveau du comité central et toutes les listes au niveau du comité central, après analyse et autres,
remonte au niveau du président national pour aboutir. Ça veut dire que toutes les commissions émettent leur avis et puis il y a une appréciation au niveau. Mais moi, ce que j'aurais, si vous voulez avoir mon aspect critique là, si moi j'avais une approche à proposer, c'était véritablement, pour notre parti, c'est que tous les candidats, d'abord qu'il y ait des critères assez explicites pour être candidat sénateur, c'est-à-dire qu'ils soient véritablement explicites, et ensuite qu'on donne la possibilité à tous ceux qui sont candidats de déposer leur dossier au niveau de leur département, qui est une analyse peut-être, c'est-à-dire de déposer leur candidature sans que ce soit des candidatures dans une liste. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité à tout le monde de pouvoir déposer, mais en fixant un certain nombre de critères pour être à la candidature. Parce que pourquoi est-ce que ce serait intéressant comme ça? Vous avez plein de ressources humaines, des ressources politiques importantes qui peuvent apporter quelque chose au Sénat, mais qui n'ont pas la possibilité d'entrer dans une liste. Parce qu'il y a deux choses, il y a deux étapes à franchir. Être candidat, c'est possible, remplir les critères, c'est possible, mais pouvoir entrer dans une liste, ça, c'est pas évident pour un certain nombre de personnes. Parce que entrer parfois dans une liste, c'est une question d'affinité. Je pense que on devrait pouvoir donner l'opportunité à tous ceux qui veulent être candidats d'être candidats, et puis que l'ensemble des dossiers remontent au niveau du comité central et que là-bas, qu'il y ait une analyse et qu'on prenne les meilleurs. Est-ce que l'investiture que vous avez souhaité pour ces sénatoriales au sein du RDPC ne risque pas de fragiliser votre formation politique? Non, je ne pense pas. Le problème, ce n'est pas l'investiture ou les primaires, parce que vous savez que chaque mode de désignation a ses avantages et ses inconvénients. Mais c'est la bonne structuration du choix qu'on a fait pour qu'il y ait plus d'équité, plus de justice et qu'on prenne les meilleurs chez nous. Parce que si vous prenez les primaires, ça c'est tard, on était aux primaires, on a reculé à cause des questions d'argent, à cause des questions de corruption, à cause des questions de confiscation du collège électoral. On a même tenté d'élargir le collège électoral. Ça n'a pas réglé la question. Je pense que si on a fait le choix des investitures, ce qu'il convient, c'est que véritablement on introduise des critères et un processus qui permettent véritablement qu'il y ait équité, que ce ne soit pas l'occasion de règlement de comptes personnels. Les gens ne doivent pas utiliser le parti à leur fin personnelle, parce que le parti, c'est un instrument à la fois de conquête de pouvoir, mais en même temps un instrument au service du gouvernement pour appliquer une vision. Une vision, et la nôtre, c'est véritablement de faire du Cameroun un pays développé, de pouvoir assurer le bien-être des populations, de défendre l'intérêt général, d'assurer l'intégration nationale et de vivre ensemble, pour reprendre l'expression de mots dans ce moment que les uns et les autres aiment bien utiliser. Parce qu'on dit, bon, vivre ensemble, nous vivons ensemble déjà, mais le problème c'est de vivre ensemble mieux. Et la question qu'on se pose, c'est vivre ensemble comment? Est-ce que les Camerounais avant ne vivaient pas ensemble bien? Vous savez que le vivre ensemble, c'est un processus permanent en construction, même dans votre propre famille. C'est-à-dire dans votre propre foyer, avec votre femme, votre épouse et vos enfants. De vivre ensemble au quotidien, se construire au quotidien. Il ne se construit pas à travers des slogans. Et le vivre ensemble dans un processus de développement de la citoyenneté, de l'appartenance à un même territoire, se construit au quotidien. Il se construit au quotidien à travers non seulement nos propres comportements, il se construit au quotidien grâce à une bonne gouvernance publique, il se construit au quotidien à travers des politiques publiques qui assurent l'équilibre entre les différentes régions de notre pays. Sortant de ces sénatoriales-là, on attendra donc le verdict au lendemain du scrutin du 25 mars prochain. Non, on verra certainement les listes dans quelques jours, comme ça on appréciera. D'ici le 10, effectivement, les listes seront publiées le 10 mars, seront publiées par Election Cameroun. Et on appréciera. J'aimerais qu'on sorte de ce sujet honorable, Gaston Komba, pour parler de tout à fait autre chose. Je veux vous faire réagir à une posture, une attitude d'un
sénateur de la République, qui est le doyen d'âge du Sénat, Tif Moukete, qui a été rapporté d'ailleurs par le journal Jeune Afrique. On parle de ses propos en rapport avec la crise dite anglophone. Il s'est dit favorable au fédéralisme à 11 États au Cameroun. Que vous inspire cette attitude? Il a dit qu'il était favorable à un fédéralisme. Un retour au fédéralisme comme panacée à la crise dite anglophone. Avec combien d'États? 11 États fédérés. Non, vous savez, chacun... 10 États, je veux dire, hein, parce qu'on a 10 régions. C'est pour ça que j'ai posé. C'est pour ça que j'ai posé. Voilà, 10 États fédérés. Non, vous savez, chacun a ses choix politiques. Mais vous savez, est-ce que on a le droit simplement de se poser 3 questions? Le doyen d'âge, que je respecte particulièrement parce qu'il fait partie de ceux qui ont apporté fortement leur contribution à la construction de notre État. Chacun est libre d'avoir son opinion sur le mode de gestion de l'État. Vous trouverez d'autres Camerounais qui vous diront que pousser la décentralisation davantage, c'est mieux. Comme vous avez d'autres qui aujourd'hui mettent le nord-ouest et le sud-ouest dans une situation pratiquement d'insurrection, qui eux ont une option de sécession, c'est-à-dire de partition de l'État. Mais dites-moi un peu, quand nous observons tout autour de nous et qu'on dise par exemple que la fédération est le modèle meilleur, prenons le cas du Nigeria. Le Nigeria, c'est un État fédéré, avec plusieurs États fédérés. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ça empêche d'avoir un certain nombre de revendications? Vous savez très bien qu'aujourd'hui, au niveau du Biafra, il y a encore des revendications sécessionnistes. Et ces revendications sont fondées sur quoi, mon cher? Sont fondées sur la question de partage des ressources naturelles qui sont le pétrole. Parce que les sécessionnistes du Biafra qui de temps en temps font des incursions armées, enlèvent un certain nombre de personnes travaillant sur les plateformes pétrolières, font des attaques. Cela est basé sur quoi? Simplement sur la gestion de la ressource importante qu'est le pétrole. Vous prenez le cas de l'ancienne Union soviétique qui est devenue la Russie aujourd'hui. C'était une fédération d'un certain nombre d'États de l'Empire soviétique. Ça n'a pas empêché que cela éclate en plusieurs... Mais face aux lenteurs justement de la décentralisation, est-ce que finalement le fédéralisme n'est pas une panacée? C'est pour vous dire, non. Ce n'est pas la lenteur qui peut expliquer la fédération. Ce qu'on doit plutôt dire, ou le fédéralisme, ce qu'on doit dire, à notre avis, c'est de dire oui, on a dans notre corpus législatif un certain nombre de dispositions qui sont liées à la décentralisation et qu'il est important aujourd'hui véritablement d'accélérer le processus de décentralisation. Prenons le temps d'apprécier. Arrivons, poussons fortement. Il faut combien d'années pour qu'on apprécie l'implémentation de cette décentralisation? Laissez-moi finir. Il faudrait 50 ans, honorable. Parfois, il y a ça fait 22 ans qu'on parle de cette décentralisation. Parfois, il y a des circonstances qui vous obligent à accélérer le processus même de votre marche. Quand vous marchez sur la rue et que derrière vous voyez un danger ou un problème, la tendance c'est quoi? C'est que vous allez accélérer le pas ou bien courir. On voit très bien que le fait que le processus n'a pas suffisamment avancé, ça crée un certain nombre de dysfonctionnements au niveau de notre État. Il y a eu, comme on dit, des clignotants qui sont passés au rouge dans un certain nombre de nos régions. Il y a un certain nombre d'insatisfactions qui se manifestent partout. Et je crois que si vous avez bien suivi le ministre d'État chargé de l'administration territoriale et décentralisation il y a quelques semaines, une de ses déclarations, il a reçu instruction que l'ensemble des dispositions législatives ou réglementaires manquantes pour pousser le processus de décentralisation soient conçues et envoyées au niveau de sa hiérarchie pour que cela soit transmis au Parlement pour ce qui concerne les lois
et transmet au président de la République, au premier chef du gouvernement pour ce qui concerne les décrets et arrêtés. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience, comme on dit, ainsi. Et je peux encore vous combien dire d'années, encore combien d'années? Il faut attendre combien d'années encore? Pourquoi plusieurs années? Je peux vous dire. Puisqu'on a attendu 22 ans pour en arriver à là, je peux vous dire. Il faudra attendre combien d'années? 52 ans? Je peux vous dire. Non, vous savez, ce n'est pas une question de temps. Je peux vous dire que la question de la décentralisation a été au cœur des débats de la session de novembre, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, dans le cadre de l'examen de la loi des finances, dans le cadre du transfert des compétences et des moyens. Je peux vous dire que c'était véritablement la question centrale dans tous les débats qui concernaient tous les chapitres budgétaires sans exception. Donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Donc attendons jusqu'à la fin de l'année pour voir quelles sont les mesures qui vont être prises pour booster véritablement la décentralisation et accroître la performance des politiques publiques et la gouvernance des finances publiques, même au niveau local. J'entends souvent, et là vous avez raison, certainement raison, j'entends certains dire, ah oui, avant de pousser la décentralisation, il y a un certain nombre de barrières à faire parce que est-ce qu'on doit faire confiance aux maires si on met des moyens à l'aide? Oui, mais les maires, c'est des élus. Et puis, je crois que la République fonctionne sur des lois. Il ne faut pas qu'on ait des préjugés. Il faut mettre les maires face à leurs responsabilités. Et s'il y en a qui ont des dérives en matière de malgouvernance, je crois qu'il y a des dispositions législatives et réglementaires pour sanctionner les uns et les autres. Donc cela ne doit pas être un justificatif pour dire « Ah, si on envoie les moyens aux maires, on va avoir peut-être des détournements des risques. » Oui, mais les maires ne sont pas des saints, tout comme ceux qui gèrent au niveau central. Chacun d'entre nous, nous avons nos qualités et nos défauts. Êtes-vous favorable au fédéralisme, honorable Gaston Komba? Pas du tout. De manière claire, pas du tout. Je suis favorable à l'accélération du processus de décentralisation, à une forte décentralisation, à une responsabilisation locale. Vous savez, est-ce que quand vous regardez notre pays, je vais me limiter à notre pays, je ne vais pas prendre des exemples à l'extérieur, est-ce que d'abord la notion d'appartenance est suffisamment ancrée? Vous savez, même pour aller vers la fédération, il faut déjà qu'il y ait cette notion d'appartenance à une entité commune, que tout le monde partage la vision d'un intérêt national commun avant d'aller à ce que j'appelle un éclatement géopolitique qui soit géographique pour que les uns et les autres puissent apporter peut-être de manière plus proche des solutions aux problèmes des populations, parce que la politique a pour objectif d'apporter véritablement des solutions aux problèmes qui se posent aux différentes communautés et d'accroître le bien-être, de s'assurer que l'intérêt général est préservé, que l'intérêt des populations est préservé, que l'intérêt national est prioritaire. Donc, je pense que ça, je le dis de manière claire, sans embâche, je suis contre le fédéralisme, mais je suis pour qu'il y ait une plus grande décentralisation, c'est-à-dire une autonomisation des communes, et pour qu'on mette en place véritablement des régions et qu'on dote ces régions de moyens importants pour pouvoir véritablement impulser le développement local. Mais, comme toujours, cela va se heurter à une chose, c'est la qualité du choix des hommes pour conduire sur le plan local les régions, les communes en matière de gouvernance publique. Malheureusement, ça, ce n'est pas un élément qui se gère par la loi. Très bien. J'aimerais qu'on sorte de ce sujet sur ces propos attribués donc à l'honorable j'y arrive, Tif Mokete, hein, pour être plus précis, pour parler à présent de la 52e édition de la fête de la jeunesse qui s'est célébrée le 11 février dernier. Vous êtes le président du réseau parlementaire Espérance Jeune qui a tenu ses premières assises au Parlement du Cameroun. C'était en marge d'ailleurs de ces festivités-là.
quelle était l'importance et l'opportunité de la tenue de cette première conférence du Parlement jeune? Non, ce n'est pas la première, non, et c'était même pas en marge. Je peux vous dire, depuis l'année dernière, avec l'Assemblée nationale et le ministère de la Jeunesse, ont mis dans le programme officiel. Aujourd'hui, le Parlement de la Jeunesse fait partie du programme officiel de la Semaine de la Jeunesse, qui est devenue la 11e de la Jeunesse. Donc, nous étions cette année à la 2e session du Parlement de la Jeunesse. L'année dernière, il s'est tenu le 9 février. Cette année, il s'est tenu le 9 février aussi. Et aujourd'hui, le Parlement de la Jeunesse fait partie du programme officiel de la 11e de la jeunesse. Et nous avons fait le choix d'avoir un Parlement thématique afin de le rendre beaucoup, au lieu d'avoir un Parlement général qui va parler de toutes les questions, afin de le rendre plus pratique et de sortir de là avec des résolutions qui seraient plus faciles de suivre. La première édition du Parlement de la jeunesse a porté sur le secteur agropastoral et notamment sur les questions d'opportunités, d'obstacles à l'insertion socio-économique et professionnelle des jeunes dans ce secteur. Vous savez qu'on a deux défis majeurs en ce qui concerne le secteur agropastoral par rapport aux jeunes. D'abord, le premier, c'est d'intéresser les jeunes à l'agriculture et à l'élevage, qui sont véritablement des sources importantes de création de richesses et d'emplois. Mais le deuxième, c'est de valoriser les métiers agropastoraux. Vous savez, pour intéresser les gens par rapport à des métiers, il faut les valoriser. C'est pour qu'il y ait une inversion des paradigmes en ce qui concerne ces métiers. Cette année, le Parlement de la jeunesse a porté sur l'économie numérique en termes de développement. Quelle est la stratégie du gouvernement pour développer ce secteur? Nous savons qu'il a été instruit la mise en place d'un plan stratégique 2020 de développement de l'économie numérique dans notre pays, mais quel en est le contenu? Quelles sont les orientations? Qu'est-ce qui a été fait? Maintenant, on sait très bien que le secteur de l'économie numérique, c'est un secteur véritablement important, qui est une niche d'emploi importante, mais c'est aussi une niche qui permet l'inventivité, la créativité des jeunes. Mais qu'est-ce qui est fait pour accompagner tous ces jeunes pour développer ce secteur? C'était l'occasion de discuter avec entre ces jeunes, ces 180 députés jeunes et le gouvernement. Et à la sortie de là, il y a eu 11 résolutions qui ont été prises par les jeunes. Et nous, à la fin de chaque Parlement de la jeunesse, on met un comité de suivi, un mix qui est composé à la fois des parlementaires en fonction et de ces députés jeunes. Et à la fin de l'année, nous évaluons la prise en charge par le gouvernement de ces aspirations de la jeunesse. Le Parlement de la jeunesse est véritablement un cadre de dialogue institutionnel entre le gouvernement et les jeunes. Pour quel réel impact? Mais un impact, je peux vous dire, en ce qui concerne le premier Parlement de la jeunesse. Il y avait 11 résolutions. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, 6 de ces résolutions ont été prises en compte par le gouvernement dans l'inversion des politiques publiques. D'abord, le Parlement de la jeunesse, il permet quoi? Il permet déjà d'habituer les jeunes au processus de dialogue et à une bonne connaissance du fonctionnement des institutions, parce qu'on construit un pays à travers le dialogue. Ce n'est pas dans la rue qu'on construit un pays, c'est dans le cadre d'un dialogue institutionnel. Et cela permet, le Parlement de la jeunesse permet que le gouvernement connaisse les aspirations de la jeunesse. Quelles sont les craintes de la jeunesse? Quelles sont ses aspirations? Quels sont les problèmes auxquels cette jeunesse fait face? Et puis, en même temps, c'est un cadre qui permet à la jeunesse de faire des propositions au gouvernement. Et je crois que cela permet ainsi, à travers cet échange mutuellement enrichissant, parce que c'est aussi l'occasion pour le gouvernement d'informer davantage les jeunes sur les politiques publiques qui sont faites dans le secteur concerné. Et à la fin, donc, ça permet véritablement d'assurer la participation des jeunes au chantier de construction nationale. Je peux vous dire que quand un jeune arrive au Parlement de la jeunesse, quand il en sort, il est davantage meilleur et beaucoup plus conscient de son rôle à jouer en tant que leader au sein de la communauté. Honorable Gaston Komba, la mise sur pied de cette institution... Et je crois d'ailleurs que ce serait important, dans les années à venir,
d'avoir au niveau des régions des sortes de parlement de la jeunesse. Ce parlement de la jeunesse, honorable Gaston Komba, est une institution qui ne découle pas d'une élection. Quels sont les critères pour être député jeune? Voilà. Je vais d'ailleurs dire que ce n'est pas une innovation camerounaise, la mise en place du parlement de la jeunesse. Cela est fortement recommandé par des résolutions de l'Organisation des Nations Unies et et puis l'Union africaine pour amener les jeunes à s'intéresser davantage à la gestion de la cité. Les critères sont en fonction du thème qui est choisi, mais il y a des critères classiques ce sont des jeunes de 18 à 35 ans. Si je prends le dernier parlement de la jeunesse qui concernait le secteur de l'économie numérique, il fallait être un jeune qui répond déjà à ce critère d'âge, mais qui répond à un des deux autres critères. Soit être un jeune apprenant dans une école, un centre de formation ou autre dans le secteur de l'économie numérique, c'est-à-dire les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ou être un jeune exerçant dans ce secteur d'activité. Donc, on a donc un mélange à la fois de ceux qui sont des apprenants qui aspirent à lier leur projet d'avenir dans le secteur concerné, qui donc viennent avec un certain nombre d'idées, mais un certain nombre de préoccupations liées à la qualité de leur formation et à la vision de ce qu'ils ont par rapport à leur avenir. Et de l'autre côté, maintenant, on a des jeunes qui exercent dans le secteur d'activité concerné, qui peuvent donc partager avec le gouvernement et les autres jeunes qui sont en apprentissage les difficultés liées au développement de ce secteur d'activité. C'est cette conjonction et cette symbiose des deux branches du secteur d'activité qui permet véritablement de sortir de là avec un certain nombre de résolutions pertinentes. Je vous prends un cas. Les jeunes ont posé au ministre d'enseignement supérieur une question liée à la non-existence dans notre pays d'une université dédiée exclusivement aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, ou à défaut d'un certain nombre de facultés qui prennent en charge fortement ce secteur dans la formation des jeunes. Et la réponse du ministre de l'enseignement supérieur est claire. Il a dit le gouvernement s'engage à mettre dans les plus brefs délais en place une université qui est dédiée à la formation de jeunes au cadre des nouvelles technologies d'information et de communication. C'est ça qui est important parce que c'était une aspiration des jeunes. Nous avons, je peux vous prendre d'autres exemples si vous avez le temps, d'un certain nombre de questions qui ont abouti à des résolutions avec des engagements du gouvernement. Donc je pense que c'est véritablement un cadre d'échange et qui enrichit mutuellement les uns et les autres. Et l'objectif, c'est de travailler à l'avènement d'une jeunesse dynamique, responsable, engagée dans le chantier de construction de notre pays. Honorable Gaston Komba, vous qui êtes le président du réseau parlementaire Espérance Jeune, que font les jeunes parlementaires lorsqu'ils ne sont pas en session? Ah, beaucoup de choses. La première chose qui a été mise en commun avec le ministère de la Jeunesse, c'est que si vous regardez, vous allez voir que tous les députés jeunes, quand ils sont rentrés dans leur région, ils ont l'obligation, en collaboration avec les autorités administratives, de donner d'abord le rendu, non seulement aux autorités administratives, mais à tous les autres jeunes responsables dirigeants du conseil national de la jeunesse au niveau communal, au niveau département, au niveau régional et aux autorités administratives. La deuxième chose, dans le cadre du Parlement de la jeunesse, comme on a un Parlement qui est thématique, ceux des députés jeunes de cette deuxième législature, ils ont deux obligations. La première, nous avons en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, le ministère de la Jeunesse, formé ces jeunes dans le cadre, formé et sensibilisé dans le cadre de la bonne utilisation des opportunités qu'offrent les réseaux sociaux. Et nous avons suggéré au niveau du Parlement jeunesse que le ministère de la Jeunesse, le ministère des Postes et des Communications fasse de ces jeunes des ambassadeurs de bonne volonté pour la promotion de la bonne utilisation, de l'utilisation responsable des réseaux sociaux dans leurs localités respectives. Cela a été fait et leur rôle, ce sera de quoi? D'impacter déjà dans ce secteur en ce qui concerne
dans leurs localités respectives pour que les jeunes aient une utilisation optimale, positive des réseaux sociaux et non une utilisation négative. Et nous sommes, c'est pour ça que le chef de l'État disait, soyez pas des followers dans le cadre des réseaux sociaux. Et dans le cadre de la deuxième chose, les députés jeunes, nous leur avons demandé de descendre sur le terrain, d'aller à la rencontre de ceux des jeunes qui sont dans ce secteur d'activité pour remonter un certain nombre de préoccupations et d'aspirations. Ceux, par exemple, du département du Foundi. L'une de leurs premières descentes, c'était d'aller à l'avenue Kennedy. Vous connaissez bien Yaoundé. Vous savez qu'à l'avenue Kennedy, vous avez toute une avenue où le génie d'un certain nombre de Camerounais se manifeste dans le secteur des nouvelles technologies, information et la communication en termes de dépannage entre eux. Et l'une des remontées d'informations qu'on a eues, c'était une demande explicite de ces jeunes qu'il y ait un meilleur encadrement des populations, un appui du gouvernement pour que dans ce secteur, eux qui exercent dans ce secteur-là, que véritablement l'accompagnement soit beaucoup plus présent, beaucoup plus efficace. Donc, nous évoluons et nous essayons d'affiner davantage le processus du Parlement de la jeunesse. On espère que d'ici 5 ans, on arrivera véritablement à bien stabiliser le concept pour qu'il soit davantage plus efficace. Honorable Gaston Komba, quelle est la fréquence des sessions de ce Parlement de la jeunesse? C'est une fois par an. Ils ont une session unique qui se passe pendant même maintenant, ils ont une session unique au niveau central. Mais maintenant, tous les députés jeunes dans chaque région se mettent en réseau. Et ils se réunissent donc au niveau des régions pour discuter des questions liées donc au secteur pour lequel ils ont été désignés députés jeunes. Et il y a donc là, à ce niveau-là, relativement à ce secteur, un accompagnement non seulement du département ministériel en charge de ce secteur, mais du ministre de la Jeunesse et Éducation civique, ainsi que des députés de cette circonscription électorale. Ces 180 députés jeunes touchent-ils des indemnités parlementaires de session? Non. Pourquoi? Pourquoi ils devraient? Parce que ce sont des députés. Ah. Parce que vous qui êtes des députés élus, vous touchez des indemnités de session, peut-être? Bon, malheureusement, ils ne touchent pas d'indemnités. Le concept est différent. Ils n'ont pas une responsabilité politique. Ils ont une responsabilité... Ils n'ont pas une responsabilité politique, ils ont une responsabilité d'impacter. Mais au moins, ils ont l'argent du carburant, non? Pour vous, le plus important, c'est l'argent. Vous savez... Non, mais il faut se déplacer. Il faut se déplacer. Ils viennent quand même des 10 régions. Je vais vous dire... Non. Ils sont pris en charge pour venir à la session. C'est pour ça que je parlais des frais de carburant. Ça veut dire qu'il y a au moins des dispositions pour les frais de carburant. Non, ils sont pris en charge. Leur transport est pris en charge. Leur séjour est pris en charge. Je peux d'ailleurs vous dire que les députés jeunes de sexe féminin, dans le cas de la Projet, sont logés à l'hôtel député. Toutes. Et on en avait 50 sites. Ils sont logés, les députés, les hommes, ils sont logés dans un autre hôtel de la place par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Donc, non, il y a... Et puis le Parlement de la jeunesse, ce n'est pas seulement la session. Ils passent une semaine pratiquement à Yaoundé pour suivre un certain nombre de formations, pour renforcer leurs capacités. Et je vous dis, cette année, et dans le cadre du Parlement de la jeunesse, sur ce thème, les jeunes ont eu l'opportunité de visiter un certain nombre d'entreprises du secteur de l'économie numérique et surtout d'échanger avec les dirigeants de ces entreprises. Et ça, c'est fondamental pour un jeune qui est dans ce secteur, qui aspire à lier son avenir à ce secteur. Vous savez, quand un jeune part d'une localité très éloignée, et qu'il peut directement poser sa question à un directeur général et qu'il a l'occasion d'aller visiter des structures comme Camtel, Huawei, l'école supérieure des postes de télécommunications, la CRTV. Alors je peux vous dire que ça apporte quelque chose de nouveau à ce jeune-là. Et le concept n'est pas parfait, mais notre objectif c'est de l'améliorer davantage. Et puis, je peux vous dire une chose. Moi, j'ai été
j'ai été un grand militant des associations de jeunes. J'ai été au lycée Josse, président du club UNESCO, président du club cinéma, du journal. À l'université, j'ai été président du club UNESCO. J'ai eu vous savez, j'ai eu à représenter notre pays quand j'étais étudiant au premier congrès mondial sur la jeunesse organisé par l'UNESCO. C'était à Barcelone. Le billet d'avion était pris en charge par l'UNESCO, mais il fallait assurer quand même son séjour. C'est un sacrifice que l'on fait. Donc, quand on aspire à être un leader ou à être meilleur, demain plus qu'aujourd'hui, il y a un minimum de sacrifices personnels qu'on doit faire. Et donc la problématique de la jeunesse n'est pas nouvelle pour moi. Donc j'y ai vécu, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours donné la liberté d'être militant engagé dans les associations de jeunesse. Et je peux dire aujourd'hui que ça a permis de forger en moi un certain nombre de convictions. Je suis un homme de convictions. J'agis toujours par conviction et non jamais par injonction. Honorable Gaston Combas, j'aimerais qu'on parle rapidement du plan spécial jeune au cours de cette célébration de la 52e édition de la fête de la jeunesse, qui a d'ailleurs été lancée à Yingui par le ministre Mounoumal Fosso et Yabassi, des 4 arrondissements, je crois. Ça a été lancé à Yingui, mais il y a une étape à Yabassi dans le cadre de la formation des jeunes, parce que c'est le chef-lieu du département. Alors, l'insertion socio-professionnelle était encore au cœur quand même de cette édition-là, de cette édition 2018-là. Je voudrais justement qu'on parle du niveau de décaissement du plan triennal spécial jeune. Vous en êtes satisfait à 2 ans d'implémentation de ce plan-là? Vous savez, le défi majeur aujourd'hui pour tout pays, y compris le Cameroun, c'est le défi de la jeunesse, de l'insertion socio-économique de la jeunesse. Quand on prend le terme socio-économique, les gens regardent simplement l'aspect employabilité. Mais il ne faut pas oublier l'aspect social qui est l'intégration, c'est-à-dire que l'appropriation par les jeunes des valeurs de base qui fondent la société, le vivre ensemble. Oui, vous parlez du plan triennal spécial, le PTS jeune, qui a été mis en place par le président Biya. Si vous suivez l'actualité, vous allez voir que le ministre de la Jeunesse est sur le terrain, où un certain nombre de projets de jeunes ou des décaissements ont été faits. Peut-être que ça ne suit pas le rythme, mais je peux vous dire que ce qui a bloqué le processus est parce que le secteur de la jeunesse est un secteur énormément transversal. Ça veut dire que beaucoup de départements ministériels interviennent dans ce processus. Je peux vous dire que de l'annonce par le chef de l'État du plan spécial, le plan triennal spécial jeune, à sa mise en conformité, mais il a fallu faire plein d'arbitrages. Parce que, dites-moi, vous avez plein de ministères. À qui la faute, honorable? Non, il a fallu faire plein d'arbitrages, c'est-à-dire pour qu'il y ait une meilleure cohérence. Non, ce n'est pas une question de faute. Pourquoi on est toujours en train de chercher la faute? Vous savez, parce qu'on est un homme politique. Parce que c'est la 2e année d'implémentation du plan spécial triennal jeune. Ça fait 102 milliards et on n'en a même pas consommé 3 milliards. Un homme politique, non, ça, je ne sais pas où tenez vos chiffres. Un homme politique fixe. On a consommé plus de 3 milliards depuis l'implémentation de ce plan spécial triennal jeune. Bien évidemment. Un homme politique fixe le cap. Maintenant, les services techniques habillent cette vision et lui donnent un contenu concret. Et vous savez, partout, dans tout système de gouvernement, il y a des problèmes d'arbitrage. Peut-être que chez nous, ça se pose davantage encore, parce que nous ne sommes pas encore arrivés à la maturation de nos institutions. Mais je peux vous dire que les questions-là sont dépassées. Et aujourd'hui, si vous suivez, il y a un déploiement du ministre de la Jeunesse sur le terrain en ce qui concerne les volets qui le concernent, parce que le plan spécial triennal ne concerne pas uniquement le ministère de la Jeune Éducation civique. Ça concerne plusieurs autres départements ministériels, le ministère des enseignements secondaires, le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministère des petites et moyennes entreprises, beaucoup de ministères. Chacun a un volet qu'il gère. Et il y a donc une coordination qui fait en sorte qu'il y a une bonne synergie
et que tout soit mieux en musique. Pour que la symphonie soit bonne. J'aimerais reformuler ma question, honorable Gaston Komba. Chemine-t-on vers une sous-consommation de l'enveloppe de 102 milliards de francs CFA dédiés au plan spécial triennal jeune? Nous sommes à la 2e année d'implémentation. Attendons d'être à la 3e année. Et puis, supposons que nous y arrivons à cette supposons qu'au terme de la 3e année, qu'on fasse un constat de sous-consommation. Je pense que le président de la République devrait en ce moment-là proroger le plan triennal pour que, effectivement, que l'objectif quantitatif en termes de ressources financières allouées et l'objectif qualitatif en termes d'insertion des jeunes, que ces objectifs-là soient atteints. Parce qu'il faut aussi que nous évitions une chose, mon cher, c'est que qu'on voit souvent, qu'on voyait avant, avant qu'on mette en place le budget programme, cette habitude quand on était en quand la fin d'exercice budgétaire approchait, c'est-à-dire qu'il fallait consommer tous les crédits, on faisait des engagements pour des dépenses qui n'étaient pas pertinentes du point de vue de l'appréciation. Donc, je pense que le chef de l'État, si au terme, on voit véritablement que l'objectif quantitatif en termes de l'enveloppe globale de 102 milliards et qualitatif en termes d'insertion des jeunes vers l'auto-emploi, l'entrepreneuriat, si ce n'est pas à temps, il devrait proroger cela. Dans tous les cas, moi en tant que parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale, membre de la Commission des finances et du budget, si je suis encore parlementaire en ce moment-là, vous pouvez être sûr que je poserai la question au gouvernement pour savoir exactement quelle est l'évaluation qu'on peut faire du plan. En tout cas, vous l'êtes toujours. C'est juste que peut-être que jusqu'au mois de septembre prochain. Mais vous entrez en conclave le 2 mars prochain, à la faveur de la session du mois de mars. Oui. Honorable Gaston Komba, quels peuvent être les enjeux de cette session? À mon avis, il y a des enjeux. Bon, enjeux, je ne sais pas si le terme approprié. Bon, je vais d'abord dire que sur le point de vue de la symbolique, nous allons vivre pour la première fois le Parlement qui va se réunir en congrès, c'est-à-dire les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui vont siéger le 6 mars prochain, présidé par le président de l'Assemblée nationale, qui est le président du Congrès. Et ça, ce sera la première fois dans notre pays que les deux chambres siègent. Pour nous, c'est une bonne symbolique du point de vue institutionnel. Vous savez que le Congrès aussi peut siéger dans le cadre de la révision de la loi fondamentale, mais aussi à la demande du président de la République qui veut s'adresser directement aux deux chambres. Donc ce serait pour la première fois en tant que parlementaire pour nous, du point de vue de la symbolique. Il y a un certain nombre d'événements dans la vie d'un homme qui restent gravés dans les mémoires. J'ai l'occasion, par exemple, en tant que député à la 8e législature, au mandat dernier, de voir le président de la République venir prêter serment. Tous les parlementaires n'ont pas l'occasion de vivre, d'assister à une adresse du secrétaire général des Nations Unies à l'Assemblée nationale, je crois aussi du président chinois, le premier ministre chinois. Donc, il y a des événements comme ça, donc c'est important. La deuxième chose, un enjeu, on est en fin de mandat, donc il n'y a pas d'enjeu en termes de changement de la constitution du bureau. Est-ce qu'on peut voir de nouvelles, justement, on peut voir de nouvelles figures? On imagine peut-être l'honorable Gaston Komba à la tête de la commission des finances? Non, c'est pas possible. Regardez, on est en fin de mandat. Au Sénat, ils seront à un mois de la fin du mandat. Quel est l'intérêt de changer changer le bureau au Sénat alors qu'après l'élection le 25 mars prochain, quelques semaines après, ils vont se réunir en session de plein droit pour pouvoir élire le nouveau bureau du Sénat. L'enjeu pour le Sénat, ce sera au mois d'avril ou au mois de mai, autant pour moi. C'est là où ce sera l'enjeu, où certainement on verra de nouvelles figures apparaître. En ce qui concerne l'Assemblée nationale, dont le mandat court jusqu'au mois de septembre,
ce sera forcément la même équipe. Pourquoi est-ce qu'on devrait changer, que ce soit dans les commissions ou au niveau du bureau, puisque nous allons vers une nouvelle élection et attendons-nous donc après cette élection, donc peut-être, si vous parlez d'enjeux en termes de changement de la presse, puisqu'il y a un taux de renouvellement qui est assez important, donc certains reviendront, d'autres ne reviendront pas, et peut-être en ce moment vous verrez apparaître de nouvelles figures. Mais il faut savoir que le champ politique, c'est un champ dynamique. Il y a toujours de nouvelles figures qui apparaissent, et peut-être en ce moment vous aurez une réponse beaucoup plus pratique et concrète. Bon, un autre enjeu qu'on peut supputer, qui peut faire l'objet de supputation, c'est que il y a quand même aujourd'hui une nécessité de toiletter un certain nombre de textes dans notre pays pour faire face aux enjeux que nous regardons, pour faire face aux défis qui sont visibles aujourd'hui. Parce que le contexte du Cameroun, en 96, la Constitution elle est de 96. 96. Voilà. Le contexte de 96 n'est plus le même contexte aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une nécessité de retoiletter notre loi fondamentale pour essayer de... Je vais prendre un sujet basique qui est un sujet peut-être qui ne fâche pas, qui peut peut-être vous et moi nous mettre... Vous voyez, dans notre loi fondamentale, on dit il y a l'Assemblée nationale est constituée de 180 députés, le Sénat de 100. Mais en même temps, vous savez très bien qu'en 2018, on va lancer le recensement général des populations. Donc, il y a une dynamique en termes de représentativité. Pour nous, il serait intéressant de sortir le nombre de députés ou de sénateurs dans la Constitution pour la mettre dans une loi. Ça permet qu'il y ait une plus grande flexibilité dans le cadre de l'arrimage entre les populations d'un département, c'est-à-dire une circonscription électorale, et le nombre d'élus qu'il aura au niveau soit de la représentation nationale ou de la représentation des collectivités. Vous comprenez que Yabassi n'est qu'un seul député à l'Assemblée nationale? Oui, malheureusement, c'est un problème, c'est un vrai problème, parce que vous êtes député, vous avez 4 unités administratives, 4 arrondissements qui sont avec des distances énormes pour un seul député. Et c'est un réel problème parce que, vous savez, quand vous êtes député dans le camp, quand vous voulez faire votre travail, comme j'essaie de le faire, vous changez de voiture tous les 2 ans. Parce que vous êtes tout le temps dans les villages, vous parcourez... Honorable, vous avez le budget pour ça, non? Ah bon? Lequel? Vous êtes membre de la commission des finances, il paraît que vous avez un traitement de faveur par rapport aux députés qui n'ont aucune fonction au sein du Parlement. Lequel? Je vous le demande. Mais vous vous trompez. J'ai le même salaire que la même indemnité que tous les autres députés. Je ne suis pas membre du bureau. Les membres de la commission des finances ne sont pas membres du bureau de l'Assemblée nationale qui représente la Chambre. J'ai le même traitement, la même indemnité. La seule chose qui me différencie de l'autre, c'est que quand j'examine le budget, j'ai une indemnité d'examen du budget, ce qui est normal. Ça se fait dans tous les pays du monde. Mais je n'ai aucun traitement particulier. Vous savez, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur les uns et les autres. Et puis, je dis une chose. Au lieu que peut-être des collègues fassent courir un certain nombre de rumeurs sur les autres collègues, mais ils devaient faire preuve d'inventivité, de créativité. Vous savez, quand on est parlementaire, c'est chacun, comme on dit, qui ouvre son sillon. On peut être tous parlementaires et être les uns plus ou moins visibles par rapport aux autres, mais chacun doit mouiller le maillot. Est-ce qu'on peut s'attendre au cours de cette session qu'on ait quand même quelques éclairages sur l'incendie qui a ravagé plusieurs blocs administratifs ou plusieurs bureaux du bâtiment principal? C'est un débat qui se fait au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Peut-être que dans... Vous n'en serez pas informé en tant que député? Peut-être que dans pas seulement moi en tant que député. Bon, il y a le compte rendu, il y a le procès-verbaux des réunions de bureau qui sont distribués aux députés. Peut-être que dans son allocution, le président de l'Assemblée peut-être évoquera, dans son allocution, évoquera certainement les causes de l'incendie. Pas seulement pour les députés, mais pour l'ensemble
la nation, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a même de savoir quelle a été la cause de cet incendie et surtout de dire qu'est-ce qu'on entend faire pour pallier à ces déficits aujourd'hui d'infrastructures pour notre Chambre. Le Conseil constitutionnel va donc prêter serment, on l'a indiqué, le 6 mars prochain. Vous seriez, vous et les autres députés ainsi que les sénateurs réunis en congrès à cette occasion-là. Sont des membres statutaires pour la plupart qui vont donc prêter serment. Quelle est la lecture que vous faites de la mise sur pied de cette institution? Comme tous les Camerounais, nous avons... Certains ont dit que le président de la République, c'est-à-dire que votre champion est en train de préparer son départ. Pourquoi? Où est le rapport entre... Parce que le Conseil constitutionnel peut constater la vacance et la légitimité, le plein pouvoir de par la Constitution de 1996 de pouvoir constater le départ du président de la République si jamais il estime qu'il est fatigué. Le rôle du Conseil constitutionnel n'est pas lié aux individus. Pourquoi est-ce que vous voulez toujours amener tout à un individu? Non, on ne ramène pas tout à un individu, à celui qui incarne une institution, le chef de l'État. Les individus passent et les institutions restent. Non. Pourquoi est-ce que vous liez ça? Parce que je regarde l'émission du Conseil constitutionnel. Entre autres émissions, constater la vacance. À partir de ce moment, les gens se demandent si le président ne prépare pas sa retraite. Les missions ne sont pas liées à un individu, ils sont liés à une fonction. Donc, je vais vous dire une chose. Donc, ça veut dire que, pour vous, comme le Conseil constitutionnel n'était pas mis en place avant, ça veut dire que le président de la République ne préparait pas son départ. Vous voyez que... Non. Il faut qu'on ait une approche globale du fonctionnement de nos institutions. Et peut-être se dire, vaut mieux tard que jamais. L'institution est là, mais j'ai entendu plein de commentaires dans les différents médias. Tous ceux, si vous avez l'occasion de prendre des bandes d'un certain nombre de débats qui se déroulaient il y a quelques mois ou quelques années, et vous prenez les déclarations de ces mêmes personnes aujourd'hui, vous avez des gens qui, chaque fois qu'ils étaient sur vos plateaux, ils décriaient, on n'a pas mis en place le Conseil constitutionnel, on n'a pas mis... Et dès qu'on a mis en place, pourquoi c'est maintenant qu'on le met en place? Non, on est toujours dans cette approche populiste d'insatisfaction pour montrer que rien n'est fait. Mais on regarde de la constitution de ce Conseil constitutionnel. Il ne faut pas qu'on n'oublie pas que... N'oublions jamais, même quand on est dans une phase de critique, qu'il s'agit de notre pays. On n'a pas un autre pays. Soyons dans la critique constructive pour faire avancer notre pays. Vous et moi, on n'a pas un autre pays. Même ceux qui nous regardent, ils n'ont pas un autre pays. Et ce pays nous appartient à tous. Ce n'est pas là le débat. Et nous ne devons pas détruire notre pays, parce que même si on aspire à gérer ce pays et qu'aujourd'hui on contribue à le détruire, demain on aura besoin de tout le monde pour le reconstruire. Au regard de la constitution de ce Conseil constitutionnel, le chef de l'État en nomme 3, le président de l'Assemblée nationale en nomme 3, celui du Sénat en nomme 3, je crois qu'il y a 3 qui sont également issus du Conseil supérieur de la magistrature, ça fait exactement 11. Le président de l'Assemblée nationale a-t-il été consulté? A-t-il fait des propositions? Bien sûr. Et je peux même vous dire qu'il en a parlé en réunion du bureau. Et je peux vous dire qu'il y a là-dedans des personnes qui ont été proposées et qui ont une sensibilité, qui ont été proposées par des partis politiques de l'opposition qui sont là-dedans. Je ne vais pas vous donner de nom, mais je peux au moins vous citer un cas que je sais a été proposé par le SDF. Ça, je peux vous le dire. Il s'agit de qui? Non, je ne peux pas vous citer de nom. Mais je veux seulement vous confirmer que le président de l'Assemblée a été consulté, certainement le président du Sénat et les autres. Est-ce qu'on n'est pas allé très vite avec la mise sur pied de ce Conseil constitutionnel? Maintenant on est allé trop vite. Il y a quelques années, on disait on n'y est pas allé ou on est en train d'aller trop lentement. Non. Je reprends peut-être ma question de manière simple. Ouais. Vous voyez même qu'on a nommé le secrétaire général avec la mise sur pied de ce Conseil constitutionnel. Parce que c'est le Conseil constitutionnel qui va gérer le pays. Simplement parce qu'en cas de vacances du président de la République, il est également membre de plein droit de ce Conseil constitutionnel. Donc il peut préparer son départ. Supposons qu'il y avait... Cette éventualité-là ne vous effleure pas l'esprit. Supposons qu'il n'y avait pas de Conseil constitutionnel. Le président de la République ne préparerait pas éventuellement son départ. Parce que est-ce que préparer un départ, c'est lié à la mise en place d'une institution? Non. Sauf que cette institution permet au président de la République d'en être membre de plein droit. Vous le savez. Vous pensez, regardez l'exemple du Conseil constitutionnel en France. Combien d'anciens chefs d'État y siègent? Combien? Je vais vous donner un exemple. Le Conseil constitutionnel en France, le président Valéry Giscard d'Estaing y a siégé quelques temps. Il n'y va plus. Et le président Sarkozy n'y est jamais allé.
Je ne sais pas si le président Hollande, depuis qu'il n'est plus présent, il y a mis ses pieds. Vous pensez véritablement que quand on est en charge de gérer un État, pendant des années, on a donné sa conscience parce que ce qu'on cherche, c'est d'avoir un strapontin au niveau du Conseil constitutionnel comme membre. Non, vraiment, il faut que nous, les Camerounais, on apprenne quand même à bien regarder les choses. Non. Et tout homme politique, quel qu'il soit, il sait qu'il y a l'après-vie politique. Il la prépare. Cette aventure politique, si Dieu vous donne la chance de vivre, vous pouvez la vivre. Donc, véritablement, il n'y a personne qui soit éternel. Est-ce qu'on a parachevé l'architecture? Chacun doit apporter sa contribution. Quand on est Camerounais, citoyen Camerounais, partout où on se trouve, pas seulement le président de la République, chacun, lui, qu'en tant que président de la République, il y a des missions qui lui sont confiées. Il doit remplir ses missions parce qu'il a la responsabilité de gérer notre pays. Mais vous et moi, et ceux qui nous suivent, chacun a sa responsabilité à son niveau. Est-ce que vous, en tant qu'animateur de cette institution, votre responsabilité, c'est d'essayer de me questionner pour enlever justement là, tout ce que j'ai dans mon ventre. Avec la mise sur pied de cette institution, est-ce que pour reprendre ou paraphraser le président de la République, vous avez le sentiment qu'on est en train de parachever l'architecture institutionnelle de l'État? Je crois qu'on y arrive progressivement. Il manque les régions. La Haute Cour de justice. Bon. Vous comprenez que le président ait esquivé cela? Quand il parle de parachèvement de l'architecture institutionnelle, il n'évoque pas la Haute Cour de justice, pourtant c'est consigné dans la loi de 1996. Oui, c'est consigné dans la loi. Est-ce que, oui, vous êtes en train d'évoquer le cas de rendre un certain nombre de hautes personnalités justifiables devant la loi, qui est une prérogative de la Haute Cour, mais même n'en étant pas justifiable au niveau de la loi, au niveau de la Haute Cour de justice, je pense que l'architecture actuelle de notre droit positif permet que s'il y a un problème, qui répondent à la justice, que chacun à son niveau réponde de ses actes devant la justice camerounaise. Nul n'est au-dessus de la loi. Honorable Gaston Komba, je voudrais qu'on parle rapidement, mais ce sera en un mot parce qu'on va diffuser quelques images. Ce sera en un mot, on va faire le bilan de votre députation. Ça fait 2 mandats, vous achevez le 2e mandat, vous êtes d'abord candidat à la députation. Vous avez le temps, vraiment? Oui, on va le faire très rapidement, malheureusement. On va le condenser très rapidement. Est-ce que vous pensez que votre 2e mandat, qui va s'achever certainement au mois de septembre prochain, dès qu'on va convoquer le corps électoral pour les législatives et les municipales, est suffisamment flatteur pour que vous souhaitez un 3e mandat? Je vais vous dire une chose, demandez au Nkamois. Demandez au Nkamois. Je vais vous dire une chose, l'Oncam, avant d'être député, je connaissais tout l'Oncam, je dis bien tout l'Oncam, tous les arrondissements, 90% au moins des villages, j'y suis allé. Donc je connaissais quels sont les problèmes du l'Oncam. Je connaissais que la priorité, c'était le désenclavement infrastructurel, éducatif, sanitaire d'une CAM. Et nous nous sommes employés avec l'appui des populations et des forces et des pouvoirs publics. Je peux vous dire qu'en 11 ans, l'ONCAM n'a jamais autant reçu comme département depuis que je suis à l'Assemblée. J'ai dit qu'en 11 ans, ce que l'ONCAM a reçu en 11 ans dépasse de loin ce que l'ONCAM a reçu en 40 quelque chose. Et c'est à mettre à l'actif de vos actions? Vous pensez que c'est à mettre à l'actif de qui? J'ai pris des engagements en tant que... Vous savez, je vous ai dit, j'ai agi par conviction. Je suis allé à l'Assemblée en laissant une fonction qui me rapportait 2 fois plus en tant qu'inspecteur général au Crédit Foncier, mais parce que j'avais envie de donner quelque chose à mon département. Je regardais, je voyais, on n'avançait pas. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, si vous descendez interroger la population, évidemment, et vous diront que nous avons atteint un niveau de désenclavement éducatif à nul autre pareil, sanitaire pareil, et qu'au niveau, au niveau même des infrastructures en termes de bâtiments et autres, de mise en place de l'ensemble des structures publiques, on est véritablement avancé, qu'au niveau du désenclavement routier, c'est mieux aujourd'hui qu'il y a quelques années, et d'ailleurs, cerise sur le gâteau. J'avais dit, quand j'ai été en 2007, que je ne mettrai jamais la veste dans, je porterai jamais la veste dans l'ONCAM, tant que l'ONCAM ne sera pas relié par une route bitumée. Aujourd'hui, aller à Yabassi, on est en train, les travaux de bitumage, la route Douala-Bonnet-Poupa, Bonnet-Poupa-Yabassi sont en cours.
Et c'est la première phase de cette route, parce que la deuxième phase part de Yabassi, Solé, Solé, Loum, pour avoir en fait la troisième voie de contournement d'accès à Douala. Parce qu'une route Douala-Yabassi n'est pas économiquement viable. Il faut la pousser jusqu'à Loum. En ce moment, ceux qui viennent de l'ouest, ceux qui viennent du nord-ouest, ils ne sont pas obligés de passer par Bonabéry, ils ne sont pas obligés de passer par Edea ou par Village pour arriver à Douala. Donc il y aura une troisième voie qui va véritablement fluidifier et troisième voie contre qui va fluidifier en même temps booster le développement du département. Honorable Gaston Combat, donc, je peux vous dire votre bilan peut être extrêmement long. Maintenant, oui, vraiment extrêmement. C'est pour ça que j'ai dit, on n'a pas le temps d'en parler. Mais vous savez le problème. Vous allez voir quelques élites. Vous savez, le problème, c'est que quel mal, on vous dit, il y a toujours des batailles dans le cas. Mais vous savez, des élites qui passent tout leur temps en ville, mais qui attendent le moment des élections pour se porter candidat. Parce qu'ils pensent qu'avec le soutien d'un certain nombre de personnalités, ils vont être imposés. Mais on a vu certains cas, ça n'a rien donné au niveau des élections locales. Quand on regarde le bilan, vous savez, on est préparé et on se prépare à une fonction élective. On n'y arrive pas parce qu'on veut l'utiliser comme strapontin ou bien comme pour gérer sa retraite. Bon vent pour votre troisième candidature. Vous qui briguez une troisième mandature ou candidature en tout cas à la députation pour cette année. J'aimerais qu'on sorte de... Je serai candidat. D'accord. Et je sais que j'ai le soutien des populations d'une CAM. Alors, honorable, j'aimerais qu'on parle de tout à fait autre chose. D'ailleurs, c'est un sujet toujours en rapport justement avec l'UNCAM. C'est une déclaration que vous avez faite, ça me revient très rapidement, sur une émission présentée par un aîné de la profession qui fut également mon professeur en journalisme. C'était Politude. Vous aviez déclaré, et j'aimerais que vous le réitérez sur ces antennes, vous avez le sentiment qu'en 2018, la commune d'UNCAM sera RDPC? Que la commune d'UNCAM sera RDPC en 2018. La commune de Yabassi. De Yabassi, je veux dire. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Bien sûr. Vous pensez vraiment... Vous savez, c'était une situation conjoncturelle qui était liée à un mauvais casting dans la liste RDPC qui a été proposée. Il y a eu beaucoup de signaux. Et malheureusement, on n'a pas voulu prendre en compte ces signaux. C'est toujours ce que j'appelle l'interventionnisme d'un certain nombre de personnalités. On ne laisse pas la base se constituer. Et comme la base ne s'est pas reconnue en la liste, les choses... Et vous savez que les populations aujourd'hui sont devenues beaucoup plus regardantes, beaucoup plus versatiles vis-à-vis des choix qu'on leur impose. Donc vous faites ça veut dire qu'il y a une évolution démocratique importante. De Yabassi au RDPC. Non, elle sera RDPC. Vous en avez la conviction. Oui, elle sera RDPC. Très bien, vous serez pris au mot. De toutes les façons, les élections sont annoncées. Je vous répète que ce sera RDPC. Honorable Gaston Combat. Elle sera PUFP. Merci. Dans tous les cas. Mille fois merci d'être venu. On n'a pas l'opportunité d'aller jusqu'au bout de ce programme. Mais mille fois merci d'avoir fait le déplacement. Je voulais vraiment vous parler de votre papa, Daniel Fidèle Mitambo. Mais mille fois merci d'être venu. On aurait pu en parler. Malheureusement, le temps accordé à ce programme est définitivement vers son terme. Merci d'être venu. Je rappelle aux téléspectateurs d'un fauteuil pour vous que vous êtes député de la Nation, de RDPC, notamment dans le département d'UNCAM, l'unique député d'ailleurs de ce département, de la région du littoral. Vous êtes également membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale du Cameroun, président du réseau parlementaire Espérance Jeunesse, de multiples casquettes à votre actif. On l'a également rappelé. Mille fois merci d'être venu dans le cadre de cette livraison d'un fauteuil pour vous sur les antennes de la télévision du monde et d'avoir fait le déplacement pour Douala. Merci de m'avoir invité. J'espère que j'ai pu apporter quelques éclairages, aussi imparfaits qu'ils soient. Mais je pense que c'était un débat intéressant. Merci honorable en tout cas de nous avoir honorés par votre présence. Je voudrais remercier également la réalisation Jamel, Jean-Paul et Yango également qui nous ont permis de réaliser ce programme ce mardi. Nos programmes se poursuivent un mardi prochain. Au revoir.